La chute des présidents dictateurs ne marque pourtant pas la fin des mobilisations populaires, ni ne garantit la démocratisation espérée par celle-ci. En Égypte, après le départ de Hosni Moubarak le 11 février 2011, le pouvoir est transféré à l'armée qui opère un contrôle étroit sur le processus de transition vers le nouveau régime. Alors que la place Tahrir commence à se vider entre le 12 et le 14 février, les manifestations reprennent dès la fin du mois, sous les appels de multiples groupes révolutionnaires. De très nombreuses femmes répondent à cet appel, toujours aussi présentes dans les foules. Alors que leurs espoirs de libération politique et citoyenne se voient balayés par la formation du nouveau régime. La commission nationale chargée de la rédaction de la nouvelle constitution égyptienne est exclusivement composée d'hommes. Les revendications féminines et féministes, glorifiées pendant la Révolution, disparaissent du débat citoyen sur la transition démocratique post-révolution. Le 8 mars 2011, elles marchent pour la Journée internationale de la femme. Leur manifestation est alors brutalement dispersée par des groupes salafistes et militaires. En 2012, Mohamed Morsi est le premier président élu démocratiquement. Représentant du Parti de la Liberté et de la Justice, formation issue des Frères musulmans, il est renversé un an plus tard par un coup d'État à la suite d'un important mouvement protestataire. Il est remplacé par le militaire Abdel Fattah al-Sisi en 2013. Depuis sa prise de pouvoir en tant que président de la République arabe d'Égypte, de nombreuses disparitions forcées sont observées et dénoncées par des organisations internationales de protection des droits de l'homme. Ces disparitions visent particulièrement des opposants politiques portant l'héritage de la révolution de 2011. Rabah Attaf est une grande reporter, écrivaine, spécialiste du Maghreb et Moyen-Orient. Elle arrive au Caire le 27 février 2011, là où la commune de Tahrir rassemble des centaines d'activistes qui occupent la place publique. Elle s'immerge au sein de ce mouvement, l'observe, le documente et se fait compagne de route de l'Union des familles de disparus. Dans cet épisode, elle témoigne du combat des femmes pour retrouver leurs proches dans les années qui suivent la Révolution, mais aussi des nouveaux enjeux sociaux que doit désormais affronter la société égyptienne. Donc, ce qui m'a frappé quand je suis arrivée sur la place Tahrir, c'est effectivement la présence féminine. Les femmes étaient là partout. Elles participaient à la gestion de la place, mais pas uniquement à la gestion, pas uniquement aux tâches ménagères, si on peut s'exprimer en ces termes. Elles créaient les slogans, elles créaient des banderoles, elles créaient des pancartes. Et elle participait dans les comités que j'ai suivis directement aux prises de décision des comités. Pour moi, c'était une agréable surprise parce que ça venait casser le cliché que la femme arabe est forcément soumise dans toutes les situations, y compris dans les milieux islamistes. Hyperactive. Je vais vous donner un exemple. Les gens qui sont restés sur la place après la chute de Moubarak, principalement des milieux populaires et des classes moyennes, des petites classes moyennes. Le haut des classes moyennes était parti dealer avec le Conseil suprême des forces armées représenté par différentes organisations, y compris le mouvement du 6 avril et d'autres. Et donc les catégories populaires étaient restées sur la place. Encadrés par des gens issus de professions libérales. J'ai vu des avocats, des gens comme ça, mais qui étaient vraiment issus des quartiers populaires et dont la clientèle était des populaires, en vrai. Bon. Donc c'était vraiment la petite classe moyenne qui était là. Et là, j'ai vu effectivement que les femmes étaient encore présentes. La commune de Tahrir se constitue d'une grande diversité de groupes militants, étudiants et enseignants, cadres et chômeurs, imams, militantes pour les droits des femmes, mais aussi syndicats de journalistes et frères musulmans. Tous cohabitent sur la place.
dans les milieux islamistes, puisqu'ils étaient présents aussi, et que, petite anecdote, évidemment, les gens tenaient à mon intégrité physique, puisqu'on se faisait agresser sur la place par des voyous envoyés par la police militaire, et que pour ce faire, ils m'avaient affublé, sans que je le sache, un quart du corps qui était une femme en niqab. Et je m'en suis rendu compte au bout d'un moment, parce que je la voyais partout où j'allais. Et je suis allée la voir, je lui ai dit, mais tu es qui? Je te vois partout, etc. Et elle me dit, je suis l'épouse d'un tel, d'un prêcheur qui était sur la place, et je suis chargée de ta sécurité. Elle s'appelait Fatma. J'ai jamais vu son visage. Et donc, ça donne une idée à quel point les femmes étaient complètement intégrées à tout ce qui se passait sur la place. Le 13 juillet 2016, Amnesty International publie un rapport tonitruant. Égypte, tu n'existes pas. Disparu et torturé au nom de la lutte contre le terrorisme. Cette enquête de 70 pages dévoile comment les disparitions forcées en Égypte se sont multipliées sous la présidence d'Al-Sisi. Amnesty révèle que l'Agence nationale de sécurité égyptienne, ou NSA, serait à l'origine de 3 disparitions forcées par jour depuis 2015. Le pouvoir en place agit ainsi sous couvert de lutte contre le terrorisme, et ce grâce à la complicité du système judiciaire afin d'arrêter les opposants au régime. Évidemment, à l'époque, je me suis souciée de la question des disparus forcés, puisque je savais pertinemment qu'on allait passer par une phase de terreur pour punir la société égyptienne d'avoir osé se soulever. À partir du moment où un régime militaire décide de transition, c'est très bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'ils prennent le pouvoir et qu'ils vont le garder et mettre le peuple au pas. C'est ce qui s'est passé en Égypte, comme ça s'est passé en Algérie. Et donc je savais que pour mettre au pas une société, l'arme la plus efficace, du point de vue des dictatures, c'est la disparition forcée. Donc je me suis préparée à anticiper les disparitions forcées en formant des gens sur place. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte, avec mon expérience algérienne, je suis compagnon de route de la coordination des familles de disparus d'Algérie depuis plus de 25 ans. On s'est rendu compte que à partir du moment où les disparitions forcées se sont faites à bas bruit en Algérie et que les organisations internationales ne se sont mobilisées que 3 ans après avoir été saisies par nous, c'était trop tard. Les charniers existaient, ça y est. Donc en Égypte, on a anticipé. Et on a mené des ateliers pour les familles de disparus, ça commençait, et mené des campagnes pour dénoncer tout de suite les disparitions. Et l'association des familles de disparus, les principaux acteurs sont des actrices. Elle est menée par un avocat qui est actuellement en prison, Ibrahim Matouali, qui est en prison depuis maintenant plus de 3 ans. Mais toutes les principales militantes sont des femmes. Ce sont les femmes, les filles ou les épouses des personnes disparues. On a réussi à faire en sorte que cette question soit tout de suite saisie au niveau du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui est revenu vers les autorités égyptiennes. Et donc, dès que quelqu'un disparaissait, était signalé, on le retrouvait en prison et non pas dans un charnier. Ça a été énorme. Donc en 2016, je suis allée en Égypte pour mener des ateliers avec ces femmes, avec le soutien logistique de la Commission égyptienne pour les droits humains, qui a mis à disposition tous ses locaux, tout son matériel, etc., et qui s'est spécialisée sur la question des disparitions forcées. C'est pas hasard si les organisations de défense des droits humains sont persécutées en Égypte. Elles ont fait un boulot formidable, vraiment formidable, dès le début, et notamment sur la question des disparitions forcées. Évidemment, je me suis rendu compte que
toutes les familles disparues, les femmes, ont une très grande ténacité. C'est la même chose en Algérie. Elles continuent à manifester. Et je suis allée dans la vallée du Nil, dans l'estuaire, dans un endroit dont je ne peux pas donner le nom, où effectivement les organisations des familles disparues étaient très structurées et elles organisent régulièrement, depuis des années, des marches avec les portraits. Et on n'a aucune info ici. Et elles continuent régulièrement en Égypte, comme en Algérie jusqu'à présent. Il y a des manifestations de toutes ces femmes avec les portraits des disparus. Donc ça, c'est pour moi, ce combat-là, c'est ce qui pourra amener ces sociétés à se démocratiser. C'est ce qu'on a vu en Argentine avec les folles de la place de Mai. C'est ce qu'on voit, ce qu'on a vu en Algérie aussi. Les folles de la place de Mai ont été désignées ainsi par le gouvernement argentin afin de décrédibiliser ce mouvement de femmes, de mères et de grand-mères se mobilisant pour les plus de 11 000 disparus lors de la guerre sale, période de haute répression des dictatures en place en Amérique latine dans les années 60 et 70. En Algérie, dans les années 90, la guerre civile qui ébranle le pays pendant plus de 10 ans cause des milliers de disparitions. De nombreuses familles se réunissent afin d'évoquer la question de ces disparus et créent le collectif des familles de disparus en Algérie. Elles parcourent l'Europe afin de médiatiser et briser les tabous autour de ces disparitions. Hors micro, Rabat me décrit les périples des femmes de l'Union pour les familles de disparus en Égypte. Des manifestations récurrentes dans la vallée du Nil, au voyage jusqu'à l'autre bout du monde pour rencontrer leurs sœurs de combat, les femmes de la place de Mai et les familles des disparus d'Algérie. Tous ces mouvements autour de la question des disparitions forcées et le mouvement des chômeurs diplômés ont été au cœur des contestations populaires. Par la suite, justement, dire que ce qui résulte de ces révolutions, moi j'ai écrit révolution inachevée et pas avortée, parce que je suis consciente que tout ce qui a été semé pendant ces périodes-là a pris racine et produit, donne des produits. Les deux principaux, c'est ça, la question des disparus et le chômage des diplômés. On a vu à quel point, par exemple, en Tunisie, la question des chômeurs diplômés était au cœur de la révolution tunisienne, puisque c'est des groupes de chômeurs diplômés qui sont partis de Sidi Bouzid avec des syndicalistes pour remonter vers la capitale. Dans le Hirak, en Algérie, en 2019, on a vu très actifs des chômeurs diplômés, les associations de chômeurs diplômés, il y a une coordination. J'avais été voir des leaders dans le sud de l'Algérie, c'est intéressant, ça vient encore du sud et c'est pas centralisé sur la capitale. Donc, moins noyauté. Et les familles de disparus, qui étaient tout le temps au cœur, puisque dans toutes les manifestations, on avait brandi les portraits des disparus. Donc oui, bien sûr que les femmes sont au cœur de ces processus de changement de la société. Il y a eu après la révolution inachevée d'Égypte, donc on a eu une forte revendication féministe, etc. Mais, dans le même temps qu'il y avait la contestation populaire, le régime, conscient que les femmes étaient quand même très actives, a commencé par semer la terreur en organisant des viols de femmes sur la place Tahrir. C'est le régime qui a organisé ça, c'est la police politique. Pourquoi ? Terroriser les femmes et surtout faire en sorte que les familles n'acceptent plus qu'elles descendent dans la rue. La deuxième chose, ça a été les grosses campagnes contre les militantes qu'on a traînées dans la boue. Ça a été les tests de virginité. Ça a commencé par ça.
Il se trouve que ce jour-là, 8 mars, le soir du 8 mars 2011, j'étais sur la place. Les groupes féministes, notamment une association que je cite dans mon livre, est venue sur la place, en fait une tournée, il y avait des débats avec les comités masculins, c'était hyper intéressant. Et ce soir-là, une rafle a été organisée sur la place. Et il se trouve que 2 heures avant cette rafle, j'avais été arrêtée et immobilisée dans une guérite devant le musée, là où il y a eu les tests de virginité. Et que 2 heures après, en attendant qu'on me rende mon passeport, j'ai vu arriver toutes les arrestations, dont des groupes de femmes. Voilà. Et donc symboliquement, ce jour-là, ils ont fait des tests de virginité, toujours pour la même raison, pour traîner les militantes dans la boue en disant, puisqu'elles se mélangent avec des hommes, ce sont des prostituées, directement. Donc c'est vrai que le ton était donné par rapport à la répression des femmes, d'autant que l'Égypte est une société plus conservatrice que les sociétés du Maghreb. Très conservatrice. Pourquoi ? La raison est simple. C'est qu'on a des villes qui ont vu arriver un exode rural très fort. Et que les principaux conservateurs, effectivement, dans ces pays-là, ce sont les populations rurales, hein, donc qui ont transféré leur mentalité dans les grandes villes, au Caire, et y compris à Alexandrie. Quand je suis allée à Alexandrie, j'ai halluciné. J'ai pu reconnaître l'Alexandrie que je connaissais des années 90, où on voyait des filles installées avec des garçons sur les terrasses, etc. L'Alexandrie bonne vivante. Et c'est pas dû uniquement à soi-disant l'islamisation. Non, c'est la ruralité qui est venue, qui s'est greffée dans les villes, en fait. C'est pas l'islamisation et les mouvements islamistes, au contraire. J'ai vu des femmes très libérées dans les mouvements islamistes. Par exemple, au secrétariat général des frères musulmans, il y avait des femmes. Quand ils ont fait campagne pour les élections au Parlement, il y avait des tas de femmes candidates. Je repense à cette histoire de place des femmes, par exemple, dans les appareils politiques. Paradoxalement, je me suis rendu compte qu'il y avait plus de femmes dans des mouvements islamistes comme les frères musulmans. Je ne parle pas du parti Nour. Nour, c'est autre chose. C'est plus intégriste, Nour. Alors que les frères musulmans égyptiens, le Parti pour la justice et la liberté, s'apparente plutôt à des... à des partis comme les démocrates chrétiens italiens ou les partis chrétiens démocrates allemands. D'ailleurs, ils se sont rencontrés, c'est pas hasard. Voilà. Et donc, je me suis rendu compte que autant il y a une forte répression, effectivement, de la question féministe en Égypte, et elle continue. Autant la société va dans le sens de cette répression parce qu'il y a un fort conservatisme de pans entiers de la société. Les seuls milieux où vous pouvez trouver un accès à une liberté individuelle, c'est les milieux aisés. Or, ces milieux-là, c'est facile, ils vivent à l'ère de la mondialisation. D'accord ? Mais dans les autres milieux, effectivement, la place des femmes est quand même, demeure très limitée. Il n'y a pas eu, comme en Algérie ou en Tunisie, une brèche qui s'est ouverte et qui se poursuit. En Égypte, il y a une fermeture à cause de la forte répression. Alors peut-être que l'ouverture se fera après les phases de répression, j'espère, parce que des idées sont passées. Par exemple, c'est pas pour rien que les dirigeants de l'initiative égyptienne pour les droits personnels soient si persécutés. Parce que justement, ils se battent pour les droits directement des personnes. Donc la place des femmes, évidemment, et la place des homosexuels dans la société. Donc c'est des questions qui sont abordées. Ceci dit, je me suis rendu compte que, par exemple,
traditionnellement, dans l'administration égyptienne, y compris au ministère de l'Intérieur, il y a énormément de femmes. Alors ça, c'est l'état moderne de Nasser. C'est-à-dire qu'on a tout le temps des gros paradoxes, en fait. Et qu'elles ont pris leur place par la force des choses. Il faut voir que dans la mentalité égyptienne, quand on gratte les strates, on a une société matriarcale. Ça n'a rien à voir avec l'Algérie, hein. Les femmes, elles tiennent les foyers. Les femmes, elles tiennent les finances des foyers. Et ça, c'est intéressant dans le développement d'une société. Sauf que la grande question qui demeure en Égypte, et ça, c'est un combat contre des mentalités rétrogrades ou très conservatrices, c'est la question de l'excision. Autant les autorités religieuses dénoncent l'excision, autant la pratique demeure. Et ça, c'est terrible parce que ça a des conséquences, je m'en suis rendu compte, psychologiques énormes sur les femmes. Et ça, je pense que c'est une question qu'il faut soulever. Parce que je pense que c'est un effet dramatique sur la société, sur l'éducation des enfants. Puisque les principales reproductrices de ces pratiques très conservatrices, y compris l'excision, ce sont les femmes. Elles sont en Égypte gardiennes de la tradition, vraiment. Mais depuis l'Antiquité, en fait. Parce que pour que, malgré le fait que les oulémas d'El-Azhar, le cheikh d'Al-Azhar, c'est-à-dire l'institut islamique, qui donne les grandes directives, y compris à l'État, y compris à certaines régions du monde, ne soit pas suivi sur cette question, c'est qu'effectivement, il y a une résistance sociétale très forte. Et la résistance, elle vient des femmes. C'est ça qui est terrible. On parle d'autant de patriarcat. Le matriarcat est terrible aussi dans certains aspects. Alors que les révoltes arabes célèbrent leurs 10 ans cette année, les enjeux post-révolutionnaires se font entendre parmi la société civile et les milieux associatifs. Beaucoup de problématiques sociales perdurent. Les changements sociaux espérés par une partie de la population sont mis en suspens. Les disparitions forcées sont, dans l'Égypte post-révolution, un moyen de contrôle des opposants politiques fonctionnant par la terreur. De nombreuses femmes souffrent de la disparition d'un enfant, d'un frère ou d'un mari. Directement attaquées dans leur chair, elles se mobilisent et se coordonnent au lieu de se taire. Ces nouveaux liens de solidarité entre les femmes et les familles tissent une toile de fond, ce qui est pour Rabat à la base du processus de démocratisation de la société égyptienne. Enfin, vous pouvez mettre des visages sur ces actrices égyptiennes du changement social en feuilletant la chronique de Rabat Attaf, Place Tahrir, une révolution inachevée, d'édition Workshop 19. L'investissement des femmes dans les révoltes du monde arabe de la dernière décennie a été bien plus important qu'il n'y paraît. Des premiers postes de mécontentement sur des blogs autrefois anonymes, aux nouveaux réseaux associatifs féminins qui s'étendent du local au transnational, les femmes se sont imposées grâce à certains canaux d'expression au cours des périodes révolutionnaires qui ont animé plusieurs nations du monde arabe. Merci de nous avoir écoutés et surtout, merci d'avoir écouté Shahinaz, Maria, Nadia et Rabat, dont les témoignages se font aussi rares que précieux. C'était Nous qui n'avons pas d'histoire, la place des femmes dans les révoltes arabes. Pour en apprendre plus, revivez notre conférence sur la place des femmes dans les révoltes arabes, dont l'enregistrement est disponible sur le réseau.